Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau format, pour cette nouvelle émission Transentreprise. La transmission reprise d'entreprise, on le sait tous maintenant, c'est un élément clé du développement économique et notamment au cœur des territoires ruraux. Beaucoup voient là un moyen de changer de vie, de quitter la ville pour des conditions de vie plus sereines et plus apaisées. Et puis la reprise d'entreprise en milieu rural, elle est spécifique, d'où ce format dédié à ce sujet qui implique souvent une modification aussi de la nature des activités, des commerces. Ça passe par le regroupement de certaines activités. Vous savez, ces cafés parfois qui se diversifient en commerce multiservice avec une offre d'épicerie, tabac, presse, boulangerie, éventuellement restauration rapide ou relais colis, tous ces endroits qui jouent un rôle d'animation dans la vie locale des communes et des villages en devenant point de passage où renaissent les relations sociales. La transmission reprise d'entreprises dans les territoires ruraux, c'est le sujet du jour, vous l'avez compris, et c'est parti. Et je sens que cette émission va être passionnante sur la ruralité. J'accueille pour commencer deux invités sur cette première partie. Corinne Valère, bonjour, vous êtes conseillère d'entreprise. C'est cela. Et Olivier Constanti, vous êtes conseiller transmission. Tout à fait. C'est avec vous qu'on va commencer, Olivier. Peut-être en commençant par poser les chiffres. La ruralité en France, c'est quoi? Alors, la ruralité, c'est 90% des communes de France se trouvent en zone rurale. Elles accueillent 35% de la population. L'économie des zones rurales, bon, bien sûr, c'est l'agriculture, les forêts, mais pas uniquement. C'est aussi une industrie notable, un artisanat dynamique et puis aussi une économie du tourisme. L'industrie, c'est 29% de l'industrie qui est installée en zone rurale. On dit que le recrutement est rendu difficile du fait de l'éloignement des trajets domicile-travail, de l'absence de transport collectif, ça c'est vrai. Pourtant, les collaborateurs, leur disponibilité, leur implication, leur fidélité sont souvent loués en zone rurale. En parallèle, l'entreprise industrielle, elle va jouer un rôle, elle devient indispensable dans le paysage rural. Plusieurs études, notamment de Terra Nova, ont montré qu'un emploi industriel génère autour de lui 3 à 4 emplois hors industrie. Ce qu'on appelle les emplois induits. Les emplois induits, tout à fait. Soit parce que le site industriel va avoir besoin de services, soit parce que les salariés vont dépenser localement pour vivre. Au-delà de ces emplois de la vie économique, la présence de l'entreprise industrielle, c'est aussi des équipements publics qui sont préservés. Ce sont des crèches, ce sont des écoles par exemple, ce sont des dessertes de transport collectif aussi, tout ce qui va permettre à d'autres entreprises de venir s'installer, voire aussi à des familles de venir s'installer. Du coup, la boucle est un peu bouclée. On a parlé du rôle économique, on découvre déjà qu'il y a un rôle social à travers l'installation ou la reprise de ces entreprises en milieu rural. Olivier, on va parler des néo-ruraux puisque c'est une grande tendance. Quel est le constat autour de ces populations qui viennent des milieux urbains pour s'installer en campagne ? Alors les néo-ruraux sont perçus véritablement aujourd'hui comme une voie prometteuse. Souvent, ils ont à la fois un projet de rupture professionnelle qui va s'allier avec une rupture géographique et sociale. C'est ce qui les caractérise. Le frein, souvent, c'est quand même la méconnaissance du tissu local dans lequel ils vont venir s'installer. Et puis, bien sûr, forcément, l'absence de réseau personnel. Du coup, c'est là que la reprise prend tout son sens, en fait, parce que le cédant va pouvoir apporter son réseau personnel, va pouvoir apporter sa connaissance de sa clientèle, des services qu'il faut apporter. Donc, la reprise, c'est gagner du temps et de la sécurité. Encore plus de connexion entre le cédant et le repreneur sur cet aspect de reprise d'entreprise en milieu rural? Tout à fait. Et puis peut-être parallèlement un besoin d'accompagnement aussi qui va être renforcé dans le cadre de leur projet. Pourquoi cette reprise d'entreprise en milieu rural doit être accompagnée, a priori encore plus qu'ailleurs? Olivier ou Corinne là sur le sujet, sur la question. Alors, donc, on va voir que cet accompagnement est indispensable, déjà par rapport aux chiffres que je vais vous présenter. Et puis ensuite, on le verra au travers des enjeux du territoire qui donc, concernent cette transmission. Les chiffres, Corinne Valère, qu'on va poser et que vous allez nous expliquer, nous éclairer. Oui, donc ces chiffres sont issus de notre observatoire de données socio-économiques Decidata. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter donc déjà l'état des lieux de la transmission reprise d'entreprise depuis 2005 jusqu'à 2021. Près de 9700 établissements cédés et donc repris.
sur cette période-là. Le prix moyen des cessions enregistrées donc, avoisine les 185 000 €. Ce qui va pouvoir impacter ce prix donc, moyen, c'est la taille de l'entreprise, mais aussi l'activité. L'âge moyen des entreprises, on est sur 17 ans, donc des entreprises qui ne sont pas récentes, hein, qui ont donc un vrai passé derrière elles, des entreprises expérimentées. Et l'âge moyen de nos dirigeants, on est sur 52 ans. Donc cet âge moyen pourra un peu différer selon certaines activités, notamment les professions libérales ou les agents généraux d'assurance qui ont plutôt tendance à transmettre un petit peu plus tard. On parle évidemment de l'âge des cédants. Exactement. Alors, au niveau du prix moyen des cessions enregistrées, cela varie également selon le site et l'activité. On dénombrait près de 1400 établissements qui ont été cédés en dessous des 20 000 € sur cette période-là et 208 où le prix moyen dépassait 1 million d'euros. Donc, on voit quand même qu'il y a des disparités importantes voilà, suivant les activités et les territoires. Un petit focus sur la répartition de ces cessions selon donc, l'effectif de l'entreprise. Sur les près de 9 700 établissements donc, qui ont été cédés, plus de la moitié avaient entre 0 et 2 salariés. Donc cela concerne surtout des très petites entreprises. Les entreprises cédées sans salariés représentent quant à elles 27% des entreprises totales. Cette part est moins importante sur le marché de la transmission que sur l'ensemble des entreprises du territoire de la région Bourgogne-Franche-Comté, puisque ce chiffre représente 57% donc, sur notre territoire. Et la part des entreprises transmises de plus de 50 salariés représente un petit peu moins de 1%. Vous nous rappelez, Corinne, ces chiffres-là, on est sur quelle période? L'état des lieux sur la période de 2015, troisième trimestre 2021. Une fois qu'on a la photo 2015-2021, Corinne, quelles sont les entreprises qui vont être à reprendre dans les années qui viennent? Alors, donc, ces chiffres que je vais vous présenter sont issus cette fois-ci de la plateforme Transentreprise. Nous avons 603 cédants actifs qui sont inscrits. La durée moyenne de la publication de nos annonces correspond à presque 3 années. Nous avons un prix moyen de cession des murs et des fonds qui avoisine les 500 000 €. Et le prix seul de cession par le cédant, donc affiché encore une fois sur la plateforme Transentreprise, est de 135 000 €. Si on regarde un petit peu la localisation donc, de ces cédants actifs, ils sont partout en Bourgogne-Franche-Comté. Il n'y a pas de territoire qui ressortent plus que d'autres. On le voit sur la carte, hein, qu'il y a une belle homogénéité. Exactement. Et puis vous verrez également sur le deuxième slide que pour les communes de moins de 2000 habitants, même chose, il y a donc une représentation sur l'ensemble du territoire, donc des entreprises à reprendre. La répartition cette fois-ci des cédants selon le motif de cession. 36% des cédants souhaitent partir à la retraite, 11% pour un changement d'activité et 7% pour des raisons personnelles. On a des chiffres qui diffèrent un petit peu du milieu urbain hein, quand même. On n'est pas sur les mêmes... Il y a des spécificités donc, par rapport à nos territoires ruraux. Et puis j'en finirai donc, sur les 724 repreneurs que nous avons inscrits actuellement sur Transentreprise. 41 sont des salariés, 31 sont des chefs d'entreprise qui sont déclarés donc, comme repreneurs et puis 18 sont des demandeurs d'emploi. Quel est le rôle des consulaires dans tout cela? Est-ce qu'il y a, on parlait de l'accompagnement évidemment, et puis est-ce que vous avez, sur quoi vous avez à cœur d'accentuer la sensibilité? Donc l'accompagnement est primordial, à la fois donc, du côté des porteurs de projets, mais également l'accompagnement par rapport aux collectivités. Nous avons aujourd'hui une expérience, des outils, un accompagnement personnalisé pour pouvoir accompagner les collectivités qui souhaiteraient avoir donc un focus en particulier sur les territoires pour analyser comment se situe justement cette problématique de la transmission d'entreprise et de la reprise, de sorte à pouvoir mettre en place les dispositifs d'accompagnement et d'incitation qui correspondent principalement donc, à la photographie du territoire observé. Je pense au sujet France Relance. Alors vous me couperez si je me trompe, Olivier, mais France Relance vient aussi s'inscrire dans ces dispositifs. Est-ce qu'on a des éléments là-dessus? Oui, alors France Relance, en fait, c'est la sensibilisation, hein, la sensibilisation des dirigeants, leur rappeler qu'il faut absolument préparer très en amont la transmission de l'entreprise. Et puis aussi, c'est l'occasion pour nous de recueillir les besoins et les questions
questions qu'ils peuvent avoir sur le sujet. France Relance, en fait, nous avons collectivement, l'année dernière, interrogé un peu plus de 2000 dirigeants sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté. On poursuivra du reste cette année sur le même rythme. Et c'était sur toutes les activités qui concernent le commerce, le CHR, l'industrie et les services. Il ressort que parmi les 2000 dirigeants interrogés, 500 d'entre eux ont déjà songé à la transmission de leur commerce ou de leur entreprise. Sur ce total, 175 ont identifié leur successeur, parmi la famille, parmi les salariés, parmi un collègue. Mais il n'en reste néanmoins que 325 dirigeants vont devoir rechercher un repreneur le moment venu. Donc du coup, diagnostiquer leur entreprise, effectuer une démarche de passation d'annonces et accueillir les candidats. Et on va en parler puisqu'on aura des illustrations très concrètes à travers ce rendez-vous. On parlait de l'accompagnement, les CMA, les CCI sont engagés, tant au niveau des cédants que des repreneurs, mais je crois que vous incitez aussi les collectivités à s'engager et à s'impliquer dans ces reprises. Pourquoi est-ce que les communes, les communautés de communes doivent s'engager dans cette transmission d'activités au sein de leur territoire? Olivier Corinne. Alors pourquoi? Parce qu'on va le voir, il y a des enjeux très importants, divers et variés. On pense principalement déjà aux enjeux économiques, particulièrement donc sur ces territoires ruraux. En matière d'emploi, en Bourgogne-Franche-Comté, nous l'avons vu, près des 10 000 entreprises donc, qui sont à reprendre, avaient 74% donc, de salariés. La disparition de ces emplois, on le comprend bien, fragiliserait le dynamisme du tissu économique avec des impacts multiples. En matière également d'attractivité des territoires, l'enjeu du maintien des services, dont beaucoup sont des services au quotidien, le boulanger, le boucher, est crucial en milieu rural. En leur absence, les habitants, effectivement, ne peuvent plus se maintenir durablement sur ces territoires, qui deviennent du coup peu attractifs et ont peu de chances d'attirer de ce fait des repreneurs et des nouvelles familles. Les enjeux ne sont pas moindres également dans le domaine de la transmission des savoirs et des savoir-faire, notamment dans l'artisanat. Nous trouvons là une articulation entre des enjeux économiques, des enjeux sociaux et individuels. Nous avons également des enjeux d'aménagement et d'équilibre entre les territoires. Les petites entreprises, les commerces de proximité font l'animation, on le sait, et contribuent à la vie des bourgs et des centres-villes. Un commerce ou un artisan qui ferme ses portes, ça peut être le prélude malheureusement à une désertification progressive. Et donc le fait que la collectivité s'intéresse très en amont à cette thématique de la création et de la transmission, on le voit, c'est vraiment primordial. J'en finirai en disant donc, que c'est un enjeu également culturel, celui de la valorisation et de l'appropriation collective de l'esprit d'entreprendre. En fait, aujourd'hui, pratiquement tout le monde peut reprendre ou créer une entreprise. L'important, c'est d'avoir donc de l'anticipation, la connaissance de la méthodologie de reprise et puis d'être accompagné. Et donc pour cela, l'accompagnement, encore une fois, les consulaires sont là pour donc apporter cette méthodologie, apporter les données, les outils et par rapport aux collectivités, engager les diagnostics nécessaires donc pour nourrir cette réflexion d'accompagnement. Réflexion d'accompagnement qui peut être prise très en amont, puisque je crois que les collectivités, vous les incitez quasiment dès le départ dans le choix peut-être des candidats. Oui, alors du coup, effectivement, les collectivités ont la possibilité, via la plateforme Transentreprise, de pouvoir donc inscrire les locaux dont elles seraient propriétaires pour donc le faire savoir aux repreneurs potentiels. Merci Corinne. Je vous propose de regarder un témoignage, celui de Laurent Marie. Il est conseiller d'entreprise commerce et services pour la CCI de la Nièvre. Et il va revenir sur l'impact du Covid sur les entreprises en milieu rural et notamment sur la tendance que j'évoquais lors de l'introduction de cette émission, au changement de mode de vie, cette migration urbaine vers le rural. Laurent Marie. On se rend compte aujourd'hui que les populations ont redécouvert ce que c'était que la proximité, ont redécouvert aussi ce que c'était que des relations plus humaines, authenticité, je reviendrai un petit peu dessus après, mais l'idée c'est ça, c'est que se dire aujourd'hui, voilà, on avait sur un mode de fonctionnement qui était né des années 50, avec la voiture qui avait poussé la grande distribution, et là on s'est rendu compte que il y avait un retour à des nouvelles valeurs. Alors, derrière, par rapport à tout ça,
c'est aussi l'arrivée de nouvelles populations. Avec, j'ai envie de dire, trois éléments qu'on pourrait mettre en avant. Le premier, c'est que le besoin d'expérience. Comme je disais, le consommateur aujourd'hui, il recherche pas uniquement d'acheter des produits, mais il recherche autre chose par rapport à tout ça. Et c'est vraiment un des points sur lesquels il va falloir travailler, c'est de pouvoir enfin, apporter la vraie différenciation avec, bien sûr, un élément de plus en plus important dans la demande, c'est l'impact environnement des produits et de la consommation. Expérimentation, donc une expérience client renouvelée, mais également un parcours client qui est à repenser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le numérique étant entré, ces nouveaux consommateurs sont de plus en plus en attente d'un parcours, c'est-à-dire de pouvoir commencer leur parcours chez eux avec leur ordinateur, la tablette, leur téléphone, avant d'arriver au point de vente. Alors, quand je parle de ça, bien sûr, je fais toujours la relation entre les nouveaux habitants des nouveaux ruraux, mais également ceux qui vont s'implanter et qui vont arriver avec des nouvelles perspectives, une manière de travailler. Et puis, de l'exigence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit aussi que ces gens-là sont certes en attente de services, certes en attente d'authenticité, mais ont aussi pris des habitudes dans leur environnement précédent, j'ai envie de dire, avec beaucoup d'exigences en termes de services, en termes d'accueil. Et ça, c'est aussi des points sur lesquels il va falloir travailler absolument pour le commerce en milieu rural. Alors, le comportement des néo-ruraux, donc c'est vrai que ce sont des gens qui souvent viennent de milieux urbains, qui ont une habitude de consommation et des habitudes de vie, de confort, et qui souvent arrivent dans le milieu rural avec pas toujours une notion très, très claire de ce qu'ils vont trouver, quoi. Ils ont souvent découvert le milieu, on va dire, rural à l'occasion soit de vacances, soit de week-end, ou à une période où, je dirais, l'environnement était plutôt agréable et propice, hein, et où il faisait beau, et quand ils se retrouvent derrière dans des endroits où le rythme de vie est complètement différent, retrouvé avec ces populations qui arrivent à la campagne. Ceci étant dit, après, si derrière, quand tout est mis en place pour les accueillir et pour trouver d'autres intérêts dans la vie locale, je dirais que la greffe se fait assez facilement aussi, quoi. Beaucoup plus que ça pouvait l'être il y a 10 ou 20 ans, quoi. Merci Laurent, Marie pour cet éclairage, on se retrouve tout à l'heure. Alors après avoir pris connaissance de ces éléments, après avoir fait cet état des lieux sur l'entreprise en milieu rural, comment aborder cet enjeu de la transmission dans les territoires ruraux? Quel type de projet trouve-t-on? Comment on les aborde? Ça va être le sujet de la deuxième partie de ce rendez-vous. Et pour la deuxième partie de ce rendez-vous, j'accueille Sylvie Barge. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous êtes conseillère commerce et tourisme. C'est ça. Et vous allez nous expliquer quelles sont les conditions de réussite d'une transmission réussie en milieu rural. La première des choses, il faut déjà que le projet soit économiquement viable. Ça, c'est absolument fondamental si on veut s'assurer la pérennité de l'activité. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir trouver un repreneur, faire en sorte que son intégration se passe le mieux possible. On l'a déjà vu, on continuera de creuser sur ce sujet plus tard. Troisième condition. Alors la troisième condition, c'est qu'il faut effectivement que la population joue le jeu du consommé local, de l'économie locale. Et le pendant de cela, il ne suffit pas uniquement que la population joue le jeu, il faut effectivement également que le repreneur propose à sa clientèle une offre qui soit adaptée à ses attentes. Donc ça peut être des services tels que la livraison de courses, des horaires adaptés, une visibilité numérique. Donc un projet économiquement viable, un repreneur assuré et faire en sorte que l'intégration se passe au mieux, l'acceptation de la population qui joue le jeu, et puis enfin une offre adaptée. Je vais vous laisser nous parler peut-être plus en détail du déroulé de ce projet économique. Alors, le projet économique part de quoi? Ça part à la base d'une transmission, d'une activité qui est existante. Et avec ce projet de transmission naît un risque associé qui est le risque de la disparition de cette offre pour le village, pour une collectivité. Donc, qui effectivement est un risque de perte d'attractivité pour un bourg.
Et on voit bien que ces dernières années, ça a quand même été un enjeu majeur. Donc l'intérêt pour le cédant de trouver un repreneur, Oui. mais pas que finalement. Mais pas que, puisqu'on s'aperçoit aujourd'hui que la transmission d'entreprise mêle d'autres acteurs bien plus largement. Avant, on avait effectivement un fonds qui se vendait, ça se jouait entre un vendeur et un acquéreur, un repreneur. Aujourd'hui, dans le monde rural, on a besoin très souvent du soutien d'une collectivité, d'une implication d'une municipalité dans cette attractivité du bourg qui passe par une transmission qui se passera au mieux. Donc souvent les mairies, elles s'y mettent à quel moment à s'y intéresser au projet en l'occurrence une mairie par exemple? Une mairie va s'intéresser à un projet quand elle a connaissance d'une transmission d'entreprise, ou bien malheureusement un petit peu tard, c'est-à-dire quand l'activité n'a pas pu être cédée et puis qu'il y a une carence en offre sur la commune. Donc là, les collectivités font appel généralement à la chambre de commerce pour voir ce qu'il est possible de faire. Donc peut-être un premier constat, de ne pas s'y prendre trop tard. Non, on cessera de le dire, une transmission, ça s'anticipe par le propriétaire du fonds, mais également par une collectivité, puisqu'une collectivité va avoir un certain nombre d'offres de proximité pour les habitants du village. Et c'est vrai que c'est un problème quand une offre de proximité, qu'il s'agisse d'une épicerie, d'une boulangerie, d'une boucherie, vient à disparaître. C'est un service que l'on ne rend plus. Et tout ça sont des facteurs d'attractivité pour la population. Vous nous expliquiez, Sylvie, il y a un instant que plusieurs parties prenantes étaient concernées dans ce cas-là, dans ces contextes-là. Est-ce que ça ne nécessite pas la mobilisation, quelque part, d'un petit peu tout le monde dans le village? Oui, ça passe forcément par la mobilisation de la population. La mobilisation de la population pour bien déterminer quelle est l'offre dont a besoin la commune. En fait. Donc ça passe par des ateliers collaboratifs, ça fait passer par du sondage. Voilà. Il faut que la population s'approprie finalement ce projet de reprise d'un commerce et qu'il réponde présent au moment de l'ouverture et puis de la vie du commerce. Et en même temps, ce modèle économique, il peut être amené aussi à évoluer. L'entreprise reprise, pour le coup, ne sera peut-être plus tout à fait la même. Alors, est-ce que là-dessus, encore une fois, on valide ce potentiel économique? Est-ce qu'on le revoit? Comment ça se passe? Alors effectivement, on va, en fonction des attentes de la clientèle, de la zone de chalandise que le commerce va couvrir, voir identifier des activités qui peuvent être ajoutées à l'activité initiale qui est transmise. Et on va par là aller vers une rentabilité plus grande de cette activité. Là-dessus, la CCI intervient concrètement dans ces phases d'accompagnement? Oui, dans ces phases d'accompagnement, on va pouvoir effectuer différents diagnostics. Des diagnostics. Alors, on va y aller Alors c'est très concret en fait, vous intervenez de manière très concrète. De manière très concrète, même si on va y aller étape par étape, mais on va pouvoir effectuer des diagnostics sur l'accessibilité, sur l'hygiène, sur la sécurité. Ce qui va permettre de pouvoir estimer les travaux qui seront nécessaires pour remettre aux normes le fonds qui a été transmis. Et il va y avoir de toute manière une analyse de la rentabilité de l'activité, c'est ce que je vous disais, telle qu'elle est actuellement réalisée, et de voir les potentiels de développement qu'il peut y avoir. On va être amené également, dans certains cas, à donner un avis sur la valorisation d'un bien, donc que ce soit qu'il s'agisse des murs ou du fonds de commerce, ce qui peut faciliter aussi la vente. Et puis rassurer éventuellement peut-être les futurs acquéreurs, de par votre expertise. Oui, tout à fait. Sylvie, comment ça se passe sur les cas où vous n'avez pas de repreneur immédiat ou d'exploitant? Alors, dans ces cas-là, on va rechercher un exploitant, effectivement, pour pouvoir reprendre le commerce. Donc avec les collectivités, les mairies? Avec les collectivités, c'est-à-dire que quand il n'y a plus d'exploitants, la commune peut tout d'abord voir si elle est propriétaire des murs ou pas. Si elle est propriétaire des murs, il va y avoir une refonte du local et effectivement une proposition qui va s'en suivre. Si elle n'est pas propriétaire, elle peut aussi acquérir. On va chercher à mobiliser des financements
pour faire effet de levier sur toute cette reprise d'activité. Et puis alors Sylvie, il y a un côté très pragmatique, hein, c'est le nerf de la guerre. Hein. Oui. Comment on mobilise les financements ? Comment on mobilise les financements? Les financements, ils seront mobilisés suite à l'étude que l'on va mener, où on va dire qu'il y a un potentiel économique, qu'il y a un repreneur dont la viabilité du projet a été avérée. Et là, on va pouvoir, au niveau de l'État, de la région, du département, solliciter des financements qui vont pouvoir aider la commune à garder, à sauvegarder, parce que quelquefois, c'est vraiment les derniers commerces auxquels on a affaire, sauvegarder ces commerces qui sont, je le rappelle, quand même des lieux de vie pour la population dans les villages ruraux. Et on y arrive, et vous y arrivez, et généralement ça se passe d'ailleurs plutôt bien. Oui, ça se passe plutôt bien. Merci Sylvie pour ces éclairages. Pour illustrer justement vos propos, je vous propose de regarder un témoignage, celui de Pascal Minard, c'est le maire de Darrois, en Côte d'Or, et je vous propose de l'entendre sur l'accompagnement de la CCI et sur le dispositif Transentreprises dans un projet de reprise très concret, celui d'un café-hôtel-restaurant qui risquait justement de disparaître suite au départ en retraite de son gérant, Pascal Minard. Alors, première étape, ça a déjà été donc de passer commande à la Chambre de commerce et d'industrie pour, d'une part, connaître la valeur du patrimoine, la valeur du fonds de commerce, la valeur de la licence 4. Ensuite, également, nous conseiller sur le choix d'un gérant. Fallait-il rester sur le même modèle économique qu'aujourd'hui ou l'adapter par rapport à la zone de chalandise? Ça, c'était la seconde étape. Et ensuite, regarder au vu des aides économiques, puisqu'il y a un accompagnement également de la Chambre de commerce sur la recherche d'aide économique, d'aide pour nous de subvention pour être plus précis. Regarder ensuite quel était le loyer qui pouvait être fixé pour arriver à un point d'équilibre pour la commune et est-ce que ce loyer allait ou non être compatible avec la gérance d'un tel établissement pour une personne privée, puisque là, il faut pour que ça puisse durer que l'ensemble des partenaires, à la fois communes mais surtout gérants, puissent se retrouver sur un domaine qui est viable. Pascal Minard, maire de Darrois. Merci, monsieur le maire. On se retrouve pour l'avant-dernière partie de ce rendez-vous. Merci encore, Sylvie Barge. On va parler maintenant de la recherche de candidats, justement, et c'est Olivier Canstotti qui est de retour en plateau avec nous. Et on va parler, effectivement, je le disais, de la recherche de candidats à la reprise. Olivier Canstotti, comment ça se passe ? Alors, trois étapes principales. Il y a d'abord le diagnostic, la rédaction du projet. Qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord une présentation claire du projet, claire, j'allais dire précise, mais c'est pas forcément précis, c'est clair. C'est-à-dire que soit on part sur un commerce multiservice, soit on part sur une restauration, mais les choses sont assez cadrées à ce niveau-là. On rédige l'annonce. Voilà. Ensuite, on a une étude sociodémographique qui est réalisée par le pôle études de la CCI et qui va permettre de valider le potentiel de clientèle et de réajuster le fameux projet. On décrit bien sûr les locaux, on décrit l'outil de travail. Et puis éventuellement, s'il s'agit d'un restaurant, on va pouvoir effectuer un diagnostic hygiène, sécurité et accessibilité. Il y a des supports, il y a des fiches, il y a des choses qui sont mises en place par la CCI, là, pour le coup. Alors pour le coup, voilà, trois supports, le corps de l'annonce, une présentation sur une page qui va être relativement succincte, qui résume, et puis le fameux mémo que je vous ai listé avec l'étude sociodémographique, avec une présentation plus complète de l'outil de travail, qui va être sur 10 à 15 pages. Et tout cela, c'est quoi ? C'est destiné à vendre le projet ? Voilà, c'est destiné à faire une recherche de candidats et puis à leur vendre le projet. L'étape numéro 2, ça va être l'annonce qui sera passée sur Transentreprises dans la rubrique offre des collectivités. Et puis, parallèlement à cette annonce, une recherche va être effectuée sur nos différents listings de repreneurs, dont celui de Transentreprises. Tout simplement, Transentreprises, les visiteurs sont invités à laisser leur projet, leurs coordonnées, et on les recontacte à chaque fois qu'on a une nouvelle opportunité. Et l'étape 3, c'est la réception du candidat, en fait. Donc, chaque candidat qui fait la demande reçoit le fameux dossier complet dont je vous ai parlé. Ce dossier complet, ça va lui montrer, d'une part, que le projet est correctement mûri, mais aussi, ça va nous permettre, à nous, de solliciter de sa part un projet écrit
lui présentant lui et ce qu'il compte faire de l'outil de travail en fait, et d'apprécier l'état d'avancement de son projet, de commencer à faire déjà une première sélection. Et donc là, vous avez des candidats qui vont quelque part postuler à la reprise. Voilà. Et souvent, les collectivités, les mairies, eh bien, ont un rôle à jouer. On l'a dit tout à l'heure, on va regarder un témoignage, le témoignage du maire d'un petit village de Saône-et-Loire à côté de Charolles, juste avant. Comment ça se passe à ce niveau-là? C'est vous qui démarchez les mairies, Olivier, ou c'est elles qui sont en lien avec vous au fur et à mesure de l'avancée du projet? On a une bonne connaissance de notre tissu économique, on connaît les mairies, on sait un petit peu, on se fait connaître à travers différentes réunions qu'on fait dans les communautés de communes. Effectivement, en règle générale, on est sollicité par une commune qui a un outil de travail pour lequel elle va rechercher un exploitant et elle nous interroge. On va écouter le témoignage justement sur l'accueil des candidats, le choix et le travail autour d'un commerce multiservice. Écoutez. Beaubry est une commune rurale de Saône-et-Loire de 360 habitants, donc soit à peu près 165 familles. Ce qui est important à dire, c'est que 40% de la population a plus de 60 ans. Près d'un quart des logements sont des résidences secondaires. Donc, c'est important pour nous de trouver effectivement un repreneur pour le multiservice, sachant que le bâtiment dans lequel se trouve ce multiservice est un bâtiment qui avait été restauré par la commune dans les années 2014-2015. Il y avait jusqu'à présent donc un boulanger et avec une partie épicerie et une partie café, mais le boulanger en fait est parti et la commune a repris en fait le bâtiment donc au 1er août 2019. Donc la première mission du nouveau conseil municipal qui a été élu donc en mai 2020 dans un contexte sanitaire un peu particulier, c'était de trouver effectivement des repreneurs pour ce multiservice, sachant que c'était le dernier commerce du centre-bourg, donc avec un enjeu bien entendu très très important. Alors on a fait appel au bureau de la CCI proche de chez nous, donc et au conseiller donc Transentreprise, avec qui donc on s'est mis en rapport. Il est venu nous voir. Il a donc pris rendez-vous. Il s'est rendu compte effectivement du cadre, du commerce, et il a pu ainsi caractériser avec nous l'annonce qui allait être passée en fait sur les différents réseaux, dont Transentreprise, mais pas seulement Transentreprise, puisque l'annonce a été diffusée également sur SOS Village, la chaîne de Demain et Le Bon Coin. Voilà. Et on avait effectivement en plus fait 2 articles dans la presse locale pour mettre en avant effectivement la transmission, la cession de ce multiservice. Alors là où on a beaucoup apprécié ce travail d'équipe, parce que je dirais que c'est vraiment un travail d'équipe qu'on a eu avec le conseiller Transentreprise, c'est que le conseiller Transentreprise en fait faisait un filtre par rapport aux personnes qui étaient intéressées. Il leur demandait notamment un CV et puis aussi une lettre de motivation. Il y a à peu près 35 personnes qui se sont signalées auprès de lui comme étant intéressées, ce qui est quand même pas négligeable. Et sur ces 35 personnes, avec le filtre qu'il avait mis en place, et on a organisé à peu près 10 rendez-vous. Et sur ces 10 rendez-vous, on a petit à petit, avec la méthode de l'entonnoir, retenu progressivement quelques candidats avant de les présenter au vote du conseil municipal. Et donc, au final, ces 3 projets qui ont été retenus. Et puis, les hasards des rencontres a fait que on est tombé effectivement sur un couple avec lequel qui finalement cochait en fait toutes les bonnes cases, aussi bien sur les aspects techniques, financiers, sur leur personnalité, et puis aussi quelque part leur projet de vie, puisque c'est pas simple de tenir un multiservice à la campagne. Donc, il faut accepter aussi d'avoir pas forcément le même revenu
qu'on pourrait avoir notamment en milieu urbain. Et là, ce qui tombait bien, c'est que ce couple-là quittait en fait une grosse agglomération du sud de la France et avait vraiment cette volonté d'élever leur fille qui venait de naître d'ailleurs dans un cadre beaucoup plus bucolique à la campagne. Et donc du coup, cette opération finalement a duré moins de temps qu'on l'aurait pensé, puisque on a pris contact avec le conseiller Transentreprise au mois de juin. Et le 10 septembre, le conseil municipal sélectionnait effectivement ce couple de repreneurs. Après, bon, il fallait qu'il termine, qu'il finalise, qu'il quitte en fait la région d'où il venait. Donc ça a pris un peu de temps et du coup, ils ont ouvert leur magasin le 10 février 2021. Donc là, maintenant, on a un bilan en fait d'une année d'activité pour eux. Pas facile aussi dans le contexte effectivement qu'on vient de connaître, mais on a vu tout de suite les bienfaits que ça a apporté à notre commune, puisque on a à nouveau ce lieu de vie et de passage qui est à nouveau vivant. Voilà. Donc les gens se retrouvent à nouveau au multiservice, viennent faire leurs courses et puis viennent boire aussi un café. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est ces deux professionnels qui ont chacun leur spécialité. La femme est plutôt dans la confection de pâtisserie et de desserts, et l'homme est plutôt dans la partie boucherie-charcuterie. Voilà. Et c'est vrai que c'est important d'avoir une activité de production pour eux d'abord, parce que je pense que c'est là où ils peuvent dégager une marge la plus intéressante. Et puis pour nous, parce que ça fait une valeur ajoutée pour les habitants, auquel on a rajouté d'ailleurs le point poste, hein, puisque notre commune bénéficie d'un point poste, et donc ça fait un complément de revenus pour ce couple. Voilà. Donc on peut dire qu'en un an, le bilan est plutôt favorable, et on espère qu'ils seront là encore pour de nombreuses années. Merci pour ce témoignage. On va passer au dernier volet de ce rendez-vous. Alors une fois que les entrepreneurs sont là, une fois que les entreprises sont installées, on ne les laisse pas seuls, on continue à les accompagner. Ça va être l'objet de cette troisième partie. Et oui, parce qu'on ne les accompagne pas seulement en amont, ces entrepreneurs, ces repreneurs, on les accompagne aussi une fois qu'ils sont installés. On va en parler à nouveau avec Corinne et Sylvie. Comment ça se passe? Comment on accompagne et comment on facilite l'intégration de ces repreneurs? Sylvie, Corinne, qui accompagne? Alors, il y a deux parties dans cet accompagnement. Il y a l'accompagnement par des professionnels, effectivement, dont la CCI, pour le repreneur. Puis il y a effectivement également l'accompagnement que peut faire une collectivité d'une entreprise nouvelle qui s'est installée sur son territoire. Alors, donc, l'accompagnement de la jeune entreprise reprise se fera gratuitement grâce à un conventionnement que nous avons réalisé avec la région Bourgogne-Franche-Comté, à l'identique de l'accompagnement des porteurs de projets. Il se fera donc sur une durée maximum de 3 ans, de façon personnalisée. Donc on répond vraiment aux besoins du chef d'entreprise. Et l'idée, c'est de contribuer à lui faire réaliser les objectifs du prévisionnel, en intervenant donc sur les thématiques pour lesquelles il voudrait avoir un renforcement et un accompagnement. Et on le fait bien évidemment également en lien avec les partenaires naturels donc, de l'entreprise, que sont les experts comptables, les notaires et le banquier. Je vous propose, Sylvie et Corinne, de rejoindre Laurent Marie, qu'on a déjà eu l'occasion d'écouter tout à l'heure, à travers l'exemple très concret d'un proxy marché à Montsauche-les-Sétons. C'est dans la Nièvre. Écoutez, Laurent Marie. Le cas justement qu'on évoquait, qui est Montsauche-les-Sétons, donc au cœur du Morvan, est assez significatif. Ce sont des gens qui, alors pour le coup, qui arrivaient d'un autre milieu rural de Côte d'Or. Donc à ce niveau-là, il n'y avait pas de souci par rapport au comportement. Ce sont des gens qui ont repris l'activité, qui faisaient grosso modo 200 000 € de chiffre d'affaires. 2 ans après, ils sont passés à pratiquement 900 000 €, quoi. C'est pour illustrer, c'est qu'en fait, le marché était bien là, il n'était pas capté par l'ancien. Eux ont réussi à s'implanter et en mettant, en effet, en étant à l'écoute, en étant accueillant, mais ça, c'est, je veux dire, une des bases du métier. Et puis, avec cet accompagnement local, à la fois des autres commerçants et puis de la municipalité, la greffe a très bien pris. Et aujourd'hui, c'est une entreprise
fonctionne bien, qui a recruté 2 personnes déjà et qui aujourd'hui est en train de travailler, et on travaille avec eux, sur un projet d'extension. C'est-à-dire qu'on va passer d'une petite épicerie qui faisait grosso modo 100 mètres carrés à une supérette qui va faire 400 mètres carrés, auquel va être associé un drive, ce qui sera le premier drive mis en place au niveau du Morvan dans cette région-là, quoi. Alors, illustrer par exemple l'innovation, et moi ça avait été un des premiers surpris quand j'avais vu, quand ils m'avaient donné leur idée et j'y croyais, enfin je m'interrogeais vraiment. Ils ont mis en place tout un rayon de vrac bio. Et on se dit, voilà, en milieu rural, à Mons-Rocher-Ceston, commune qui en hiver fait, je crois, dans les 600 habitants, certes, il y a un gros potentiel au niveau touristique, mais hors saison, c'est quand même assez limité. Et ça marche très, très bien, quoi. Nous, on a toute une politique d'accompagnement des jeunes entreprises. Donc, à partir du moment où, et là, c'était le cas, où ils nous avaient interrogés pour dire, voilà, on vient de reprendre quelque chose, on voudrait développer l'activité, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Il y a des choses qui ne nous plaisent pas, mais on ne sait pas par où commencer, ce qu'il faudrait faire. Donc, on a travaillé avec eux, on a réalisé on va dire un audit pour faire simple, aussi bien sur l'aspect du magasin en tant que tel, mais également sur des aspects plus pratiques, type économie d'énergie, environnement ou numérique. Donc, on a travaillé sur ces questions-là. Dans un premier temps, l'idée, c'était de développer dans les murs existants, et puis on s'est rendu compte que ça serait quand même très compliqué, qu'on serait très limité, que ça nous coûterait assez cher, et que la meilleure solution serait en effet de délocaliser l'établissement à quelques mètres, hein, au niveau de la commune. Avec la commune, on a pu trouver un terrain qui était propice, qui s'y prêtait bien, et la commune a fait tout ce qui était en son pouvoir pour favoriser la vente du terrain, qui pour le coup appartenait en fait au conseil départemental. Enfin, bref, c'est eux qui ont fait ce travail de relation. Et puis, par rapport notamment au projet du Drive, on a aussi été regarder quels étaient éventuellement les outils financiers qui pouvaient intervenir pour faciliter tout ça. Et il y avait notamment au niveau de la région un dispositif pour aider l'entreprise à se numériser, qu'on a pu actionner et qui va permettre de financer en partie notamment l'évolution du Drive. Merci Laurent Marie pour cette illustration en images de cette reprise de ce proxy marché à Mons-Roche-les-Cetton dans la Nièvre. Sylvie, je crois que le rôle des élus, on l'a peut-être pas assez dit, mais est indispensable pour mobiliser côté population en fait. Oui, en amont effectivement de l'implantation, mais également après l'implantation. Il appartient également à la mairie de garder un lien avec ces commerçants, ce qu'ils font hein, très généralement, de pouvoir promouvoir ce commerce dans tous les outils de communication qu'ils peuvent avoir. J'ai l'exemple encore récent d'un maire qui a installé son panneau d'information de la commune à côté de la nouvelle boulangerie. Voilà, ça stimule un petit peu le flux de la clientèle autour de ça, de veiller à l'attractivité du centre-bourg, de veiller à l'accessibilité aussi hein, de ces commerces et puis de rester en lien parce que dans un cas de développement d'une activité, de pouvoir l'accompagner ou éventuellement, malheureusement ça arrive, de difficultés ou la crise sanitaire vient de nous le montrer aussi, d'accompagner ces entreprises qui sont installées pour toujours dans un souci de pérennisation de l'activité. Bien sûr, parce que pour les maires, souhaiter la reprise d'entreprise au sein de leur village, c'est une chose. L'accompagner ensuite dans la durée et continuer de faire en sorte que la population soit mobilisée autour de ces commerces, c'est aussi une chose importante. Oui. Corinne, peut-être sur l'accompagnement des jeunes entreprises. Alors là, côté consulaire, comment vous les accompagnez ? Donc, je vous le disais tout à l'heure en introduction, l'accompagnement donc, est personnalisé. En général, on intervient à raison d'une fois par trimestre. Sur des thématiques diverses et variées, ça peut être délivrer des outils donc à l'entrepreneur pour suivre donc l'évolution de son activité. Ça peut être par exemple pour un restaurant de mettre en place les prix de revient.
Ça peut être l'accompagnement digital qui est beaucoup mis en œuvre actuellement. On a effectivement tout un travail à faire en boutique, mais on doit également le faire sur la toile. Être présent donc à la fois sur les réseaux sociaux, bien savoir communiquer avec des images qui sont qualitatives. Et donc ça, c'est pas inné. Donc on est là aussi pour apprendre donc, et donner des tuyaux donc, sur cette thématique du digital à l'entreprise. Merci Corinne, merci Sylvie pour tous ces éléments qui donneraient presque envie de reprendre une entreprise en territoire rural. En fait, on a parfois des a priori, on s'aperçoit qu'on a de l'accompagnement, on en a peut-être encore un peu plus qu'ailleurs, justement, et on s'aperçoit qu'on est finalement bien entouré. Merci pour ces illustrations, pour les outils, pour les explications. Merci à Olivier qui suit cette émission dans les coulisses. Merci à Laurent pour ces 2 témoignages en visio. Et puis, évidemment, toutes les infos qui s'affichent, qui se sont affichées pendant l'émission, qui continuent de s'afficher avec les contacts. Voilà pour cette illustration très concrète de ce dispositif Transentreprise que vous avez vu en action, puisqu'il permet, en l'occurrence en Bourgogne-Franche-Comté, de manière très efficace d'accompagner ces transmissions reprises d'entreprises en milieu rural. Merci infiniment de votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous Transentreprise. À très vite.